Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je vous invite à nous rejoindre sur Getter. Getter, c'est Twitter en mieux, sans la censure qui va avec le contrôle des GAFAM. On y anime le plus d'immédiat, une séquence de 3 minutes en plus qui est exclusive pour cette plateforme. Et je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je passe au sommaire désormais. Eh bien, Laurent Geoffrin, l'écolo EcoPlus, nous a fourni une super image de la semaine. On va passer ensuite à l'enfumage concernant le grand remplacement suite au meeting désastreux de Valérie Pécresse. On reviendra là-dessus ensemble. Ensuite, on va passer à notre revue de presse avec justement un retour sur Trudeau et son nouveau crédit social à la chinoise qui est absolument hallucinant. On va vous présenter un petit collectif citoyen qui clash le service public. On va décortiquer un petit peu ensemble les mensonges et les manipulations sur Academia Christiana en plein cœur du 20h de France 2. Et puis on va passer à notre deuxième sujet de la semaine qui est donc une sorte de bilan sur le convoi des libertés en France qui s'est transformé en convoi finalement des réprimés. L'immédiat numéro 383, c'est parti. Laurent Geoffrin, ancien directeur de la rédaction de l'Obs, puis directeur de publication et de la rédaction de Libération, nous a fourni une excellente image cette semaine. Et au lieu de prendre la voiture pour faire 2 km, il suffit de prendre le métro. Et je vous ai marché à pied. Et d'ailleurs, vous êtes venu en métro ce matin. Et non, moi je suis venu en taxi, pourquoi? Ah oui, bah voilà. Bah, Donc alors, et c'est pourquoi? toujours pareil. Moi je me plains Le pas des métro, embouteillages. c'est pour les autres. Je ne me plains pas. D'ailleurs, vous êtes venu en métro ce matin. Et non, moi je suis venu en taxi, pourquoi? Je ne m'en lance pas. Oh franchement, Je ne m'en lance est pas. énorme. Vous l'avez passé 2 fois, mais il faudrait la passer 3 fois, 4 fois. C'est absolument merveilleux parce que il nous explique vraiment, c'est pas sérieux. Il faut prendre les transports en commun, le etc. métro, parce que c'est écolo. Le métro, c'est Ouais. écolo. Et vous êtes venu comment enfin en taxi. Oui, c'est une C'est un évidence, il a aucune résumé honte. quoi. parfait, Il a un aucune résumé honte. parfait de la gauche médiatique, un résumé parfait de la gauche bobo. Alors ce De la gars-là, gauche tartuffe, quoi. la gauche tartuffe, ce gars-là soutient actuellement Hidalgo, mais surtout, il est un des responsables du journal Franc-Tireur, qui a été créé par la Macronie, où il est censé apporter une contradiction de gauche, mais C'est une l'objectif... espèce de faux contradicteur qui se rallie à Macron à la fin. quoi. Voilà, mais l'objectif, en fait, c'est de montrer que le danger, c'est l'extrême droite, c'est les cathos, c'est le relais pur et simple de la propagande macroniste. C'est là qu'il officie. C'est un peu une fin de carrière. Hein. Il accommode les restes, mais il reste fidèle à la tartufferie de gauche admirable. Faudrait le repasser, franchement. Allez, je le repasse pour le plaisir des spectateurs. D'ailleurs, vous êtes venu en métro ce matin. Et non, moi je suis venu en taxi, pourquoi? On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, les bobards sur le grand remplacement dans les médias et le meeting désastreux de Valérie Pécresse. Vous verrez, il y a un petit lien. Le grand meeting de campagne de Valérie Pécresse à Paris dimanche dernier a connu un grand retentissement médiatique, mais ce n'était pas pour louer les talents d'orateur de la candidate, c'est le cas de le dire Jean-Yves. BFM TV, juste pas possible, un naufrage, les ténors de la droite étrillent le meeting de Valérie Pécresse, même Alain Duhamel qui a dit que ce n'était pas un naufrage mais que c'était quand même un échec. Il est nuancé, ce garçon. Il est nuancé. Toujours un petit peu dans la nuance. Il aime bien s'écouter parler. On a Challenge également qui dit Valérie Pécresse s'est-elle crachée en direct? Jean-Yves, finalement, ce meeting a l'air un petit peu désastreux. Moi, je l'ai regardé. J'étais pas au meeting, mais je l'ai regardé sur la télévision. Vous êtes bien courageux. Oui, honnêtement, on était très, très, très mal à l'aise, quoi. Très mal à l'aise, puisqu'il y avait une distorsion entre ce que la candidate prononçait, attendait un applaudissement, l'applaudissement ne venait pas, ça m'était vraiment très mal à l'aise. Mais ça, c'est la forme. Après, il y a le fond. Pour la forme, il faudrait absolument regarder la vidéo de Livre Noir qui s'appelle Le Crash Pécresse. Vous m'avez manqué! Jusqu'ici, tout va bien. Mais jusqu'à quand? L'écologie n'est pas une idéologie. C'est une solution, ça n'est pas une punition. Car la France n'est pas une nostalgie, c'est une énergie. Oui, je voulais donner un supplément d'âme à ma vie. Je suis donc devenue juge au Conseil d'État.
Sganarelle, Scapin et Célimène. C'est vrai qu'on apprend plus de ses échecs que de ses victoires. Alors, ces cicatrices, je ne vous en parlerai pas. Sur les chemins de la victoire, nous allons nous lever, nous allons hisser nos drapeaux. Alors, debout! Si vous avez échoué, c'est d'abord que vous avez tenté. C'est très drôle, il y a un espèce de montage, enfin c'est lunaire, c'est très 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 drôle et très malaisant, quoi. On l'écoute tout de suite. Serons-nous encore une nation souveraine ou un auxiliaire des États-Unis, un comptoir de la Chine? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Il y a deux plagiats, il faut bien le dire. Un plagiat de Bardella au Parlement européen, un plagiat de Zemmour. Mais la phrase clé, c'est « Il n'y a pas de fatalité au grand déclassement ni au grand remplacement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle reconnaît le grand déclassement, qu'elle reconnaît le grand remplacement, et c'est ce qui va faire polémique, pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, mais elle reconnaît. C'est ça qui va créer la polémique. On regarde les réactions de BFM TV qui sont assez intéressantes. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. C'est une formule d'Éric Zemmour. C'est une formule d'Éric Zemmour et retenons bien ça. Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui ne s'appuie pas sur des faits. C'est une théorie complotiste qu'a relayé Éric Zemmour en amont de cette campagne, qui a été reprise notamment par Jordan Bardella, qui est maintenant président de l'Assemblée nationale, et qui cet après-midi est reprise par la candidate désignée par LR, le grand parti de droite. Monsieur Corbet de BFM dit que ça ne s'appuie sur aucun fait, ou lorsque monsieur Arfi de Mediapart dit qu'il n'y a aucun élément objectif, il babarde. Alors, je vais donner simplement quelques faits. Aujourd'hui, le tiers des naissances, c'est des enfants dont les parents sont nés à l'étranger. Ça, c'est un fait. Entre 1998 et 2018, il y a eu moins de 16% de naissances dont les deux parents sont français. En revanche, il y a eu 64% de naissances en plus dont un des parents est étranger et 41% de naissances en plus dont les deux parents sont étrangers. Ce sont des éléments objectifs. Il y a eu une étude de France Stratégie sur... Oui, on en a parlé à plusieurs reprises. On en a pas mal parlé sur les naissances dans un certain nombre de quartiers. Les naissances issues de l'immigration dans un certain nombre de quartiers. Qui ont connu des plus 80, elles ont augmenté plus 100% dans de certaines 10, villes. 20, 50, 80, voire, je crois, 250% à Brest. Voilà. Ça, ce sont des faits. Alors, on peut dire c'est bien, on peut dire c'est mal, on peut dire c'est préoccupant, on peut dire... Mais ce sont des faits. Quand on dit il n'y a aucun élément objectif, on ment. On ment. Monsieur Corbet ment. Monsieur Arfi ment. Voilà, c'est ça les faits. Et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls mensonges de BFM TV à ce sujet, puisqu'on va regarder un petit peu la suite de ces réactions journalistiques. Eh bien, la théorie du grand remplacement, elle est basée sur le sentiment que les Français sont en train d'être remplacés petit à petit par d'autres peuples, des Français intégrés, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Le phénomène aboutirait d'ici peu à la destruction de l'identité française. Et toujours selon cette théorie, eh bien, nos élites intellectuels, politiques et médiatiques feraient tout pour accélérer ce processus qui ferait partie d'un complot mondial destiné à saper les bases de notre civilisation. En résumé, les tenants de la thèse du grand remplacement craignent que l'islam devienne majoritaire en France. Alors, d'où vient cette théorie, Magali Chalet ? Eh bien, la théorie du grand remplacement visait déjà les Juifs depuis le nationalisme du 19e siècle avec Maurice Barrès. Ensuite, elle s'est réorientée contre l'islam après les attentats du 11 septembre 2001. Alors là, on est dans comment ils appellent ça, le fact-checking. Oui, mais c'est du fact-checkisme. C'est de la police de la pensée sur une désinformation absolument totale. Le terme grand remplacement, il est apparu en 2011 ou 2012 à la suite d'un livre de l'écrivain Renaud Camus.
l'écrivain Renaud Camus, qu'on présente comme d'extrême droite, ce qui est une blague absolue, puisque c'est un diariste, un assez grand écrivain, qui, sur le plan politique, avait milité dans le passé au Parti socialiste et au Front homosexuel d'Action révolutionnaire. C'est pas ce qu'on appelle traditionnellement l'extrême droite. Non. Simplement, il a trouvé un terme qui n'est pas une théorie, qui s'applique à un constat, qui est effectivement qu'il y a un changement de population, une substitution progressive de population. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les médias et l'extrême gauche ont cherché à diaboliser le terme, et on voit très bien comment a évolué le terme sur Wikipédia, le terme a évolué dans sa présentation. Au départ, on dit c'est un terme introduit par Renaud Camus. Oui, ça c'est exact. C'est assez froid, c'est une description. Et puis après, on ajoute quelques années plus tard que c'est une théorie conspirationniste. Conspirationniste. On a déjà alors que escaladé d'un Camus cran. n'a absolument pas évoqué les forces qui pouvaient être derrière et qui peuvent effectivement exister, qui sont les forces idéologiques, qui sont les forces judiciaires, qui sont les forces médiatiques, mais c'est pas évoqué par Camus, ça, directement. Ensuite, c'est une théorie du complot d'extrême droite. Là, ça commence à faire peur. Hein. Je pense que... ça s'accumule. Voilà. Et puis, ça se termine maintenant par une théorie complotiste d'extrême droite, raciste et xénophobe, aux origines néo-nazies et antisémites. On est Alors dans là, le c'est délire le absolu. jackpot. C'est arrivé en 2012. C'est les 777 au casino. Selon laquelle, c'est le jackpot. Alors, on utilise les uns et les autres, et vous sans doute aussi, amis qui nous regardez, Wikipédia. Sur beaucoup de sujets froids, il y a des informations tout à fait intéressantes sur Wikipédia. Honnêtement, c'est une vraie révolution. C'est une encyclopédie assez facile d'accès, c'est très bien. Sur les sujets en liant avec l'actualité ou sur les sujets idéologiques, le contrôle a été pris par l'extrême gauche. C'est-à-dire que vous payez avec vos impôts des milliers de permanents associatifs qui passent une bonne partie de leur temps à réécrire l'histoire, réécrire les faits sur Wikipédia. Et quand Wikipédia vous dit « gna gna gna, aidez-nous à financer », jamais il ne faut leur donner un centime, puisque sur tous les sujets sensibles, y compris parfois des sujets universitaires, le contrôle a été pris par l'extrême gauche. Et moi je dis à l'encyclopédie Wikipédia, vous devriez faire attention, parce que vous êtes en train de vous laisser décrédibilisé par un certain nombre d'activistes. Alors, on a également une dame sur LCI qui nous explique que c'est un mot maudit qu'il ne faut absolument pas prononcer. C'est l'interdit. D'ailleurs, effectivement, cette malheureuse... Le mot a été longtemps interdit. Marine Le Pen n'osait pas l'utiliser. Non, elle n'ose toujours pas, d'ailleurs. Elle n'ose d'ailleurs toujours pas. Bardella l'a utilisé, mais Marine Le Pen n'ose toujours pas l'utiliser. Zemmour, il l'a assumé et il a porté un discours en disant c'est un changement de population. Eh bien, il faut prendre en compte les mesures pour éviter que cela continue. Changement de population, changement de civilisation aussi, puisque les populations amènent avec elles leur civilisation. Et Pécresse a cru habile de le reprendre sans en distancier tout à fait, et le ciel lui est tombé sur la tête. Un mot peut-être sur les origines fumeuses qui sont inventées par les journalistes. Ça avait déjà été expliqué, ça, par Caroline Fourest, vous vous rappelez, quand elle parlait de Renaud Camus, chez LCI d'ailleurs, devant Pujadas, que ce serait une théorie de Maurice Barrès du 19e siècle. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Enfin, c'est purement fantasmé. C'est une mystification assez... Mais, attention, le mensonge politiquement correct, répété indéfiniment, finit par devenir une vérité officielle. Et n'est jamais vérifié. Voilà. C'est ça qui est drôle. Et Jean-Yves, j'aimerais décerner quand même une palme journalistique au New York Times, qui ne parle pas exactement du remplacement, mais un petit peu. Le départ en sourdine des musulmans en France, c'est un article du New York Times en français. Je cite, « Cela fait des années que la France perd des professionnels hautement qualifiés, partis chercher plus de dynamisme ailleurs. Parmi eux, d'après des chercheurs universitaires, dont on ne connaît pas le nom puisqu'ils ne sont pas cités par l'article, un nombre croissant de Français musulmans affirment que la discrimination a été un puissant facteur de leur départ, et il y a un questionnement persistant au sujet de leur sécurité, Jean-Yves. Ni les politiciens, ni les médias n'évoquent ce flux. On aimerait le voir, d'ailleurs. Si on le voit, on l'évoquera. Voilà. On constate le flux inverse pour l'instant, mais
On n'est jamais à l'abri de se tromper. Non, non. Si on le voit, on en parlera. On passe tout de suite à notre revue de presse. Ne nous quittez pas, elle est très très intéressante. Il est rare que nous commencions une revue de presse sur une note positive, mais c'est le cas cette semaine. Un collectif citoyen nommé Pas avec ma redevance dévoile une enquête sur France TV /, un organe de France Télévisions spécialisé dans la diffusion de séries et de documentaires adressés aux adolescents et aux jeunes adultes. On regarde tout de suite les explications de son fondateur. Vous saviez que votre argent finance un média public ouvertement idéologique et militant? Information biaisée qui ne respecte pas son obligation de neutralité. Appel aux dons pour des associations politiques et même de la désinformation. Ce média est totalement sous les radars du grand public mais fait des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Ce média est en roue libre totale et jouit d'une impunité intégrale. Ce média, c'est France TV / et je vais tout vous expliquer. Premier exemple, France TV / appelle à faire des dons à des associations politiques. Avec de l'appel à l'action, on vous demande de militer ouvertement pour tel ou tel sujet, d'aller à telle ou telle manifestation, de signer telle ou telle pétition et de faire des dons à telle ou telle association politique. Évidemment, je ne parle pas de dons à des associations comme le Téléthon ou des associations humanitaires, je parle vraiment d'associations militantes qui ont un engagement politique concret. Et comme vous vous en doutez, France TV / va toujours dans le même sens politiquement. C'est pas des deux côtés, c'est toujours du côté de la gauche radicale. Alors ça, c'est une très bonne initiative qui dit pas avec ma redevance et qui vise à combattre les démarches les plus scandaleusement militantes du service public. Quoi. Vous savez que Madame Ernotte nous explique que c'est le pluralisme, mais là, c'est du militantisme Bobard d'argent. Monolithique. Bobard d'argent, la malheureuse, elle a manqué le bot Bobard d'or, c'est triste. Là, c'est du monolithisme qui est dénoncé. Belle initiative citoyenne de ces citoyens anti-redevance. Mais ils ont d'ailleurs lancé une pétition que je vous enjoins à aller signer. On la mettra sûrement dans la description de cette vidéo. On regarde tout de suite ses explications quand il a été interrogé par CNews, ce fondateur. J'ai pu voir des injonctions, par exemple, à utiliser l'écriture inclusive, ce genre de choses qui ne relèvent pas des missions du service public. Effectivement. Un exemple sur les appels aux dons. Donc évidemment, celui qui a été le plus repris et qui est assez marquant, c'est celui au comité Vérité pour Adama. Évidemment, mais il y en a Adama Traoré. Adama Traoré, oui, effectivement. Qui servent à payer donc les frais de justice de la famille Traoré. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est évidemment pas la mission du service public de nous dire s'il faut donner de l'argent à ce comité ou à un autre. Alors ce qui est intéressant avec ce collectif, Jean-Yves quand même, c'est qu'ils ne veulent pas privatiser le service public comme ça peut être le cas de certains candidats actuellement. Il veut lui redonner ses lettres de noblesse, en quelque sorte, lui redonner sa vocation principale. Il dit « Si les opinions de millions de Français continuent d'être méprisées, il ne faudra pas s'étonner que des tendances politiques décident de supprimer la redevance. » Mais il explique bien que ce n'est pas son cas, il ne veut pas supprimer la redevance, il y est même favorable. Et je crois même que dans un article, il dit qu'il est de gauche, un peu écolo, etc. Donc c'est assez intéressant finalement. Les thèmes d'immédiat sont repris par... des gens qu'on n'aurait pas soupçonnés être des alliés sur la question des médias, Jean-Yves. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Je pense qu'il serait temps que les militants d'extrême gauche ou kazakh journalistiques comprennent qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ils reposent. On parle beaucoup du service public en ce moment. Mais oui, mais on en avait parlé d'ailleurs. Le service public se discrédite. On va encore en voir. On a vu des exemples la semaine dernière. On a vu au Bobard d'or. On va en revoir cette semaine. Ça suffit. Oui. Ça suffit. Madame Ernotte, ça suffit. Alors justement, Jean-Yves, j'ai un autre exemple pour vous. Vu que les élections présidentielles approchent à grands pas, il est donc temps, pour le service public audiovisuel français, d'attiser les peurs quant à la résurgence d'une ultra-droite fascisante, radicale et violente. France 2 s'est bien prêté au jeu hier soir dans son 20h avec ce qu'ils appellent l'œil du 20h. Il était dédié à Academia Christiana. On vous laisse regarder cet épisode de voyeurisme. Academia Christiana. Derrière ce nom, un mouvement catholique de la jeunesse identitaire française. Leur chef, le voici. Victor Aubert, 33 ans, professeur de philosophie dans l'Orne. Sur les réseaux sociaux, il pose aux côtés de figures de l'extrême droite. Comme ici avec Alain Soral, condamné plusieurs fois par la justice, notamment pour contestation de l'existence de la Shoah. Victor Aubert serait même parfois allé jusqu'à germaniser son nom, suscitant de vives réactions. Ober, du nom d'ingrat de la Wehrmacht, l'armée allemande du Troisième Reich. Alors,
C'est un combo de toutes les techniques de diabolisation, l'approximation, l'amalgame, les images qui font peur. On dit qu'il est professeur de philosophie, on illustre ça par une tête de mort. Le son qui est inquiétant. Enfin, on a toutes les techniques. On a l'infiltration aussi, qui n'est pas une technique journalistique acceptable, par Madame Sophie Broyer. Regardez bien son visage, c'est quelqu'un auquel on ne peut pas faire confiance. Et puis, alors on se pose quand même la question, mais pourquoi ce sujet-là, aux 20h... c'est une séquence de 6 minutes. Pendant 6 minutes. Eh bien, écoutez, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une commande du ministère de l'Intérieur qui veut faire peur, et qui a besoin en permanence d'expliquer qu'il y a une extrême droite extrêmement dangereuse, extrêmement méchante. Vous croyez qu'il y a des commandes publiques du ministère de l'Intérieur directement au service public pour... Bien sûr, oui, il y a un cabinet de communication, il y a des communicants dans les ministères. Les communicants, ils prennent des contacts avec les grands médias, surtout un média de service public, ils peuvent suggérer des sujets, oui, tout à fait. Ils n'ont pas été trouver ça tout seul. Puis il y a une police politique, ça s'appelle la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui utilise des moyens de services secrets, en ce sens que c'est pas simplement une police qui fait du renseignement ouvert, par exemple, comme les faisaient les RG, ou comme continuent de le faire les renseignements généraux de la préfecture de police. Là, on est dans un autre univers qui évoque davantage les pays totalitaires que les démocraties paisibles. Voilà, c'est ça le fait. Autre élément intéressant dans ce qu'on a vu, Jean-Yves, c'est qu'il donne son nom, son prénom, son activité, le département dans lequel il exerce. C'est des méthodes extrêmement viles, si vous voulez. On le jette un peu en pâture. Là, en l'occurrence, son employeur, c'est une école hors contrat, donc j'imagine que... ça leur en touche une sans faire bouger l'autre, mais... Vous êtes très pasqualien dans vos expressions. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu lui porter préjudice professionnellement, etc. Et ça, c'est les méthodes du service public. On l'écoute tout de suite dans sa vidéo réponse, puisqu'il n'a pas eu de droit de réponse dans ce JT, Jean-Yves. Donc premièrement, ce reportage a été tourné en caméra cachée. J'ai appris par la suite que Sophie Broyer avait interrogé des enfants et leur avait posé des questions embarrassantes en essayant finalement de solliciter des dérapages, d'essayer finalement par des techniques de montage d'obtenir finalement des éléments qui en dehors de leur contexte peuvent paraître choquants. Alors premièrement, je voudrais rappeler qu'il y a une charte du journalisme, la charte de Munich, et qui est une sorte de serment d'Hippocrate du journalisme, qui implique une certaine forme de déontologie, et donc de ne pas piéger les gens, de ne pas sortir des informations de leur contexte. Academia Christiana, aux 20h de France 2, ça paraît peut-être un petit peu disproportionné, non ? Eh bien, en fait, au final, à quelle époque de l'année sommes-nous ? Juste avant les campagnes présidentielles. Il y a donc une immense campagne de diabolisation d'une extrême droite mythifiée, qui va donc de Valérie Pécresse jusqu'à Marine Le Pen. Eh bien, on essaye de créer tout un mythe autour d'une extrême droite qui serait potentiellement une menace pour le pays. Je crois que c'est, en l'occurrence, un mythe et une fiction entretenue par les médias, entretenue par le service public. Encore une fois, Academia Christiana n'a jamais été fermée aux journalistes. Il suffit simplement de s'adresser en tant que journaliste et de demander un entretien en tant que journaliste. Victor Aubert a très bien réagi, puisque ce que souhaitait la télévision, c'était de le prendre, de l'interroger pendant 20 ou 30 minutes, et ensuite de prendre 15 ou 20 secondes et de les amalgamer pour lui faire dire le contraire de ce qu'il voulait dire. Il leur a dit « mais moi je viens sur le plateau ». Évidemment, ils ne l'ont pas fait venir sur le plateau, parce que c'est pas la culture du débat, c'est la culture de la propagande. Et donc il a fait sa propre vidéo, et il a renvoyé sa propre vidéo sur les réseaux sociaux, donc il a en quelque sorte exercé son droit de réponse. Je crois que c'est exactement la démarche qu'il doit faire, ne pas plier, ne pas se prêter à leurs petites manœuvres, et réagir par sa propre vidéo. Donc on répond en quelque sorte, très bien, bravo Victor Aubert, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et ça a été bien fait.
Un peu d'actualité internationale maintenant. J'aimerais vous parler un petit peu de Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada que l'on ne présente plus. Il a annoncé... C'est le petit frère de Macron un peu. Ah oui, mais... C'est alors, j'aimerais remettre quelques images, vous savez, qu'on a mis dans l'immédiat précédent ou celui d'avant, je ne sais plus, où ils s'enlacent, ils s'embrassent. Ce sont les deux... C'est l'amour fou. C'est l'amour fou des petits progressistes. C'est l'amour fou entre les deux, on dirait des frères jumeaux, vous avez raison. Donc il a annoncé prendre plusieurs mesures particulièrement graves et effrayantes concernant le convoi de la liberté. On l'écoute ensemble. You now need to understand that you are breaking laws. The consequences are becoming more and more severe. You don't want to end up losing your license, end up with a criminal record, which will impact your job, your livelihood, even your ability to travel internationally, including to the US. We've heard your frustration with the measures that are there to keep people safe. We've heard you. It's time to go home now. Alors, je résume pour vous, si vous ne parlez pas anglais, si vous rejoignez les manifestations, vous pourriez perdre votre permis de conduire, obtenir un casier judiciaire qui impacterait votre travail et votre moyen de subsistance, perdre votre capacité à voyager en dehors du Canada, et vos comptes et vos titres, etc., pourraient être gelés par les banques. Donc, nous vous avons entendu, dit Justin Trudeau, il est temps de rentrer à la maison, d'un ton un petit peu dramatique. Alors, chose intéressante, Jean-Yves, quand même, il n'est pas fait état de ces mesures complètement inédites, complètement énormes, quoi. Si on faisait ça en France, ce serait 10 fois pire que ce qu'on a actuellement avec le pass vaccinal. Et dans la presse, on ne parle simplement que d'un recours à la loi sur les mesures d'urgence, etc. Une manière peut-être de camoufler, peut-être de montrer son incompétence à fouiller et à comprendre de quoi il s'agit vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves ? Je crois que c'est une affaire qui est traitée en gros par l'AFP, et l'AFP a occulté l'essentiel. L'essentiel de la déclaration de Trudeau, c'est l'implantation du crédit social à la chinoise contre, des adversaires politiques. Voilà. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, c'est quand même ce qu'on dénonçait comme étant une lubie des complotistes il y a 1 an ou il y a 2 ans, au début de la folie Covid, qui est en train d'être annoncé et mis en place au Canada, qui était quand même considéré jusqu'ici comme une démocratie très libre. Voilà, une démocratie, oui. C'est quand même étrange, hein. Geler les comptes, perdre son permis de conduire, etc. Bastien Tell sur Twitter nous dit « La fusion en direct de l'ordre sanitaire et du crédit social à la chinoise, un grand moment de télévision ». C'est vrai que c'est quand même des mesures assez lourdes dont les médias français n'ont pas parlé. Je vous propose de passer au deuxième sujet de cette semaine. Justement, c'est le convoi des libertés en France. On va dresser un petit bilan à la fois journalistique et politique. Le convoi des libertés, ce mouvement routier anti-pass canadien, s'est importé en France ce week-end sans le succès escompté. Plusieurs raisons à cela. Déjà, le déploiement disproportionné des forces de l'ordre. L'organisation anarchique des convois et la peur, finalement, de la répression. Convoi de la liberté un samedi après-midi sous haute tension, annonce France Info. 7200 policiers et gendarmes déployés. J'ai lu 7500 dans un autre article, Jean-Yves. Intéressant, ces convois dits de la liberté. Autoproclamé de la liberté. Autoproclamé de la liberté, c'est-à-dire que ce n'est pas le convoi de la liberté comme les gens se sont appelés. 337 verbalisations, 97 interpellations et plusieurs blessés. Un policier qui pointe son arme sur une voiture qui refuse de s'arrêter, etc. Des blindés en plein Paris. Un bilan d'interpellations assez lourd. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les manifestations des Black Blocs, bien sûr. Un certain climat de raillerie, notamment de Anne-Claire Coudray, qui était une grosse candidate au Bobbard d'Or. Les Bobbard d'Or, vous pouvez retrouver sur... Une belle candidate au Bobbard d'Or. Une belle candidate qui n'a malheureusement pas eu, vaincue. Il y avait trop de candidats. Trop de bons candidats cette année. Donc qui ricanent en disant que finalement le convoi n'avait aucune chance d'arriver à Paris, vu le maillage de sécurité autour de la capitale. C'est intéressant, on retrouve là, comme
sur l'œil du 20h de France 2, l'espèce de connexion entre la police politique et la police de la pensée. Oui. Les médias savent être au service de la police quand elle réprime les Français. Bien sûr. Uniquement. Bien sûr. Et puis, bien sûr, un registre assez... comment dire ? On tombe dans le pathos quand on parle de ces convoyeurs, on va dire. Je vous lis un extrait d'un article de Libération. Michel et Laurence habitent tout près. Laurence a pu faire un saut à la maison pour nourrir sa chienne. Elle a 12 ans, c'est à cause d'elle qu'ils n'ont pas pu aller à Paris. Elle en a profité pour changer de chaussures et enfiler des bottes de montagne. Annie, donc, une autre participante. J'ai dû attendre d'avoir 60 ans pour voir cette solidarité. C'est merveilleux, s'émeut-elle, tassée dans sa capuche doublée. Elle rembobine pétillante quand elle raconte son réveillon sur un rond-point. Qu'est-ce que vous faites finalement de cette occultation de la censure Facebook, cet applaudissement du déploiement des forces de l'ordre par les médias, c'est ce registre du pathos, Jean-Yves? On est là encore en plein détournement de l'information, c'est-à-dire un peu de pathos et surtout on ne parle pas de la censure, on ne parle pas de la répression, des drapeaux jetés à terre, par les policiers. Par les policiers, par un policier. Ils arrachent le drapeau français. Laissez-moi terminer. J'ai pas entendu que, au moment où il y avait des tirs de Kalachnikov à Marseille il y a quelques mois, on ait envoyé les blindés de la gendarmerie, qu'on ait envoyé autant de policiers sur place. Par contre, des braves gens, parce que ce sont des braves gens que j'ai vus, qui venaient de toute la France, qui s'étaient déplacés parfois de loin, d'Avignon, de Marseille, de Bretagne, du sud de Bordeaux aussi, j'en ai vu. Ces gens-là, on utilise la force et même, je note effectivement, comme je vous le disais, que quand en banlieue, on a des zones qui sortent vraiment du territoire national, on n'envoie pas les mêmes moyens. Mais contre des braves gens, là on peut y aller, là on peut cogner. Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur les Champs-Élysées? C'était pour rappeler ce que les Gilets jaunes avaient essayé de faire. Et les Gilets jaunes ont quand même eu 25 éborgnés. Ce que décrit Gentillet, c'est précisément ce qu'on appelle la narco-tyrannie. Qu'est-ce que c'est que la narco-tyrannie? Ça consiste à utiliser les forces de répression contre les braves gens et à surtout ne rien faire contre les racailles et les voyous. Être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ça, c'est le régime actuel. Le régime Macron, c'est la narco-tyrannie. Ça me fait penser à une citation, la République gouverne mal mais se défend bien, il me semble que c'est Maurras. Alors on a eu un tweet assez rigolo du président du Salvador. Le Salvador, c'est un petit État sud-américain de 6 millions d'âmes, il me semble, qui explique finalement, si on avait fait défiler les blindés dans la ville de Salvador, ça aurait été... le tollé des organisations... les blindés dans la ville de Salvador, c'était la une des 20h. Hein. Attention, là, c'est grave. La démocratie est menacée au Salvador. Ah oui, puis il y aurait une réaction de l'ONU, et puis sûrement de l'OTAN, et puis d'autres organisations qui commencent avec des hauts. C'est qu'à Paris, blindés qu'on a modernisés d'ailleurs. Oui, ils ont été repeints, Non, mais je crois qu'ils ont même été... Il doit y en avoir des neufs. Hein. Mais ils ont été utilisés, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a vu ça en plein Paris, c'était pour les Gilets jaunes en 2018. Oui, alors les blindés de la gendarmerie, ils ont été achetés après 1968, dans l'hypothèse effectivement de nouveaux événements du même type, et ils n'ont pratiquement jamais été utilisés, sauf lors de projections de forces d'interposition françaises à l'étranger, où on utilisait les blindés, oui, mais on les a utilisés par exemple en Serbie ou au Kosovo, un peu comme force d'interposition de la gendarmerie. Mais sur le territoire français, ils n'ont pratiquement pas été utilisés jusqu'à l'affaire des Gilets jaunes et jusqu'à cette opération du convoi de la liberté, c'est-à-dire que c'est M. Macron qui est le premier à les avoir réutilisés sur le territoire métropolitain. On peut comprendre l'engouement de Jupiter à vouloir utiliser ces nouveaux petits jouets. Oui. C'est intéressant, on apprend qu'on a quand même des blindés qui pourraient se faufiler dans les banlieues du 93. Il va être obligé de retirer ces blindés du Mali, donc il est peut-être content d'en montrer d'autres dans Paris, quoi. Voilà. Pour compenser. Alors, un moment assez intéressant également à la télévision, Philippe Val qui nous explique le sida s'est propagé par les routiers. On l'écoute tout de suite quand il est confronté dans l'émission C'est à vous.
Juste un mot sur ce que vous avez dit vendredi dernier sur LCI, les routiers qui devraient être les premiers à se faire vacciner car ils propagent le virus. Et vous avez même ajouté, au début, le sida s'est propagé précisément par les routiers. Ça vous a valu des réactions extrêmement fermes, notamment de l'association ACT UP, qui vous accuse d'être irresponsable et de propager des fausses informations. Je suis désolé, mais ça a été détourné. Ils ont contribué à la propagation du virus, à leur corps défendant, bien sûr. Je les ai jamais accusés. Mais vous voyez, ça c'est un signe des temps. Que ça a été repris, déformé sur les réseaux sociaux, et que j'ai dit oui, c'est les routiers qui ont diffusé le sida. Non, mais j'ai jamais dit une chose pareille, enfin. Bon, alors Philippe Valls, c'est un spécialiste du politiquement correct. Alors c'est quand même intéressant, parce que voilà quelqu'un qui a été pendant plus de 20 ans à la tête de Charlie Hebdo et qui est maintenant un des principaux défenseurs de la censure. Qui entre-temps d'ailleurs a été le patron de France Inter, où il avait été nommé, ce qui est quand même assez étrange, par M. Sarkozy. Maintenant, il est du côté de la censure des réseaux sociaux, au nom du bien. Surtout quand ça le concerne lui. Voilà. C'est le libertaire devenu complètement sécuritaire. Libertaire répressif. Comme Daniel Cohn-Bendit et beaucoup d'autres 68 arts globalement. C'est 68 arts, il est interdit d'interdire et maintenant... il faut tout interdire. Voilà. Surtout l'extrême droite. C'est un basculement total. Oui. Jean-Yves, est-ce que vous avez un rapide coup de chapeau pour cette émission ? Alors oui, j'ai 2 coups de chapeau en récidive, si je puis dire, parce que je voudrais donner un coup de chapeau à Monnier, qui lance cette pétition pour remettre un peu de liberté, de pluralisme dans le service public, qui a fait cette excellente vidéo sur France TV /. Et puis, un autre coup de chapeau, là aussi en récidive, à Victor Aubert, qui a bien réagi à l'attaque ignoble de son mouvement a fait l'objet de la part de Madame Lapix et de France 2. Voilà. D'ailleurs, cette émission... C'est une génération de combattants qui se lève et c'est très bien. C'est le 20h d'hier. Là, on est jeudi matin, c'est diffusé jeudi soir, mais on aura peut-être matière à en reparler dans l'immédiat suivant, si jamais il y a un gros tollé médiatique autour de ce reportage. Voilà. Merci Jean-Yves pour cette semaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager et commenter cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on se retrouve tout de suite, j'espère, sur Getter pour le plus d'immédiat.